La porte de la chambre 607 de l'hôtel Hard Rock à Hollywood, en Floride, était verrouillée de l'intérieur. Le silence pesait, interrompu seulement par le bourdonnement lointain de la climatisation. Quelques heures plus tôt, Anna Nicole Smith riait. Maquillage impeccable, robe légère flottant autour d'elle comme un nuage de soie. Maintenant, elle gisait sans vie sur le lit, son souffle envolé, son regard éteint. Qu'est-ce qui avait brisé cette femme qui semblait tout avoir? Beauté, fortune et l'amour d'un homme qu'elle croyait éternel. Les caméras avaient adoré Anna. Sa blondeur hollywoodienne, ses courbes voluptueuses, son sourire éclatant, tout en elle semblait raconter un conte de fées moderne. Mais derrière le vernis des photos de magazines, il y avait une femme qui portait ses blessures comme on cache des cicatrices sous un parfum trop sucré. Elle avait aimé de toutes ses forces, un homme qu'elle voyait comme son refuge. Elle lui avait tout donné, sa confiance, son cœur, et parfois même sa dignité. Mais cet amour, loin de la sauver, devint la lame invisible qui tailla chaque morceau de sa vie jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vide. Ce jour-là, en février 2007, le monde s'est réveillé avec un titre choc. Anna Nicole Smith, retrouvée morte à 39 ans. Mais ce qu'aucun communiqué de presse ne disait, c'est que son histoire était avant tout celle d'un amour perdu et d'une descente lente vers la solitude et les excès. Pourquoi l'a-t-il quittée? Qu'est-ce qui l'a conduite à cette chambre d'hôtel où tout s'est arrêté? Avant qu'elle ne devienne Anna Nicole Smith, elle n'était qu'une petite fille nommée Vicky Lynn Hogan, née un 28 novembre 1967 à Mexia, une petite ville poussiéreuse du Texas. Ici, l'horizon est plat, le vent chaud, et les rêves semblent se perdre dans les champs de coton. Son père quitte la maison alors qu'elle n'a que quelques mois. Sa mère, Virgie, travaille dur pour élever seule ses enfants, stricte et peu démonstrative. Anna grandit dans un silence affectif qui la pousse à chercher l'attention ailleurs, à rêver d'un monde où l'on la regarderait enfin avec admiration. Elle passe de longues heures devant la télévision, fascinée par Marilyn Monroe, le glamour, les flashs, l'amour intense, un idéal qu'elle inscrit dans son cœur d'adolescente. À l'école, elle est maladroite, timide, souvent moquée pour sa silhouette changeante. Son refuge, c'est l'imagination. Elle se voit déjà sous les projecteurs, dans de belles robes, entourée d'hommes qui la chériraient. Mais la réalité est tout autre. À 17 ans, elle quitte le lycée, enchaîne les petits boulots, serveuse, caissière, et finit par travailler dans un fast-food où elle rencontre Billy Smith, un cuisinier. Ils se marient rapidement, presque comme pour échapper à la monotonie. À 18 ans, elle devient mère d'un petit garçon, Daniel. Mais la vie conjugale est rude. Peu d'argent, beaucoup de disputes, et un sentiment persistant qu'elle est passée à côté de quelque chose. La jeune femme, enfermée dans une existence qui ne lui ressemble pas, se sent déjà prisonnière. C'est alors qu'elle prend une décision radicale. Quitter son mari, confier Daniel à sa mère et partir chercher plus. Ce plus est un concept flou pour elle. Mais il a un visage, celui du succès, du luxe et d'un amour qui la ferait enfin exister. Arrivée à Houston, elle se met à travailler comme danseuse dans un club de striptease. Ce n'est pas un choix par passion, mais un tremplin. Sur scène, elle découvre quelque chose de nouveau, le pouvoir de capter tous les regards, de devenir le centre d'un univers, même si ce n'est que pour quelques minutes. Elle ne le sait pas encore, mais c'est dans cette lumière artificielle, au milieu des billets froissés et des regards avides, qu'elle croisera le chemin de l'homme qui changera tout, et qui, des années plus tard, laissera derrière lui un vide impossible à combler. Dans la pénombre d'un club de Houston, un homme riche et vieillissant observe la scène. Son nom, J. Howard Marshall II, magnat du pétrole, multimillionnaire. Ce soir-là, Anna danse comme si sa vie en dépendait. Et peu, est-ce le cas. Son sourire est une arme, son regard un piège doré. Et dans ce jeu, elle gagne. Peu après leur rencontre, la vie d'Anna bascule. Les billets froissés des clients anonymes se transforment en robes haute couture, en dîner dans des restaurants où les lustres semblent toucher le ciel. Marshall est fasciné par elle, sa beauté pulpeuse, son humour espiègle, son énergie d'ouragan. Pour Anna,
Il est la preuve que ses rêves de petite fille peuvent devenir réalité. Mais la véritable ascension commence lorsqu'elle pose pour Playboy en 1992. Sa couverture fait sensation. La blondeur lumineuse, le rouge de ses lèvres, le regard mi-innocent, mi-provocateur. Hugh Hefner la couronne Playmate of the Year en 1993. Les contrats affluent, campagne publicitaire pour Guess, apparition dans des talk-shows, rôle au cinéma. Dans les soirées de Los Angeles, elle attire tous les regards. La presse la compare sans cesse à Marilyn Monroe, comparaison qu'elle cultive avec soin, coiffure identique, robe blanche, attitude charmeuse. Elle devient l'icône d'une époque où l'excès est une forme d'art. Mais derrière cette façade scintillante, Anna ressent déjà les fissures. Les tournages sont épuisants, la presse est cruelle. Elle est moquée pour ses prises de poids, pour ses lapsus, pour ses excès en public. Plus elle est en haut de l'affiche, plus la solitude se creuse. Les nuits deviennent plus longues, les pilules plus nombreuses, et puis, il y a cette histoire d'amour improbable avec Marshall. Beaucoup murmurent qu'elle n'est qu'une chasseuse d'or. Elle se défend, affirmant que leur lien est sincère. Quand ils se marient en 1994, elle a 26 ans, lui 89. Les photographes capturent un couple qui semble venir d'un autre monde. Lui, fragile mais souriant. Elle, radieuse dans sa robe blanche. Dans l'objectif, tout semble parfait. Mais hors champ, les tensions s'accumulent. Disputes familiales, attaques médiatiques, procès sur l'héritage déjà en prévision. Anna se bat pour garder son image intacte, mais chaque titre de presse devient une nouvelle blessure. Ce mélange d'adoration et de critique constante façonne un terrain instable. Elle est adulée et ridiculisée dans la même phrase, aimée et jugée dans le même souffle. Et au milieu de cette tempête médiatique, elle s'accroche à son mariage comme à une bouée, sans savoir qu'un jour, ce mariage ne sera plus qu'un souvenir et que l'homme qui l'a sortie de l'ombre ne pourra plus jamais la protéger. Quand J. Howard Marshall s'éteint en août 1995, à peine 14 mois après leur mariage, Anna se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire. La famille de Marshall l'accuse de n'avoir jamais réellement aimé le vieil homme et de ne chercher qu'à s'emparer de sa fortune. Anna, elle, affirme avoir perdu l'homme de sa vie. Mais derrière ce deuil public se cache déjà une autre histoire, plus intime, plus fragile. Au fil des années, Anna croise plusieurs hommes, mais aucun ne parvient à combler le vide laissé par Marshall, jusqu'au jour où elle rencontre Howard Castern, son avocat. Il n'a pas le charisme flamboyant d'une star, ni la fortune d'un magnat, mais il a ce calme, cette loyauté, cette présence rassurante dont elle a désespérément besoin. Peu à peu, leur relation dépasse le cadre professionnel. Avec lui, Anna retrouve un semblant de stabilité. Ils voyagent ensemble, il l'accompagne sur les plateaux, il gère ses contrats, et surtout, il reste là quand tout le monde s'éloigne. Pour elle, il est un protecteur, un partenaire, peut être même un sauveur. Pour lui, elle est une mission et une passion mêlées. Les premières années sont douces, presque normales pour une femme habituée au tumulte. Mais les signes d'instabilité ne tardent pas à réapparaître. Les disputes éclatent, souvent à cause de la jalousie d'Anna ou de ses excès. Elle exige une attention constante, redoute l'abandon comme une condamnation. Stern, parfois épuisé, s'accroche encore. Puis survient une lueur inattendue. Anna tombe enceinte. En septembre 2006, elle donne naissance à une petite fille, Danieline. Le bonheur devrait être complet, mais à peine 3 jours après l'accouchement, une tragédie frappe. Daniel, son fils aîné de 20 ans, meurt subitement alors qu'il lui rend visite à la maternité. Ce drame plonge Anna dans une spirale incontrôlable. Stern tente de la soutenir, mais le deuil ravive ses insécurités les plus profondes. Elle s'accroche à lui avec une intensité presque étouffante, mais les tensions montent. Entre les audiences judiciaires pour la succession Marshall, les disputes autour de la paternité de Danieline, plusieurs hommes se déclarent pères, et la pression médiatique incessante, leur couple vacille. Anna commence à s'isoler davantage. Les soirées mondaines se raréfient, remplacées par des nuits enfermées dans des chambres d'hôtel,
entouré de bouteilles et de flacons de médicaments. Stern est toujours là, mais plus en tant qu'amant flamboyant qu'en garde-malade silencieux. Et un matin, sans éclat ni annonce, elle se réveille seule dans un lit trop grand. Stern est parti pour quelques jours, pris par des obligations légales. Pour Anna, cette absence est un abandon. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent comme une trahison. C'est cette faille, petite pour certains, immense pour elle, qui marquera le début de la fin. La femme qui avait bâti sa vie sur l'espoir d'un amour inconditionnel sent que, cette fois, même le dernier pilier est en train de se briser. Et lorsqu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, il ne reste que le vide. Et le vide, Anna l'a toujours redouté plus que tout. Le 5 février 2007, Anna s'installe au Seminole Hard Rock Hotel, Casino à Hollywood, en Floride. Officiellement, c'est pour se reposer après un voyage aux Bahamas. Officieusement, c'est pour fuir les photographes qui la harcèlent et les tensions autour de la paternité de sa fille. Elle a l'air fatiguée, amaigrie, mais personne ne s'attend à ce que ces murs d'hôtel soient les témoins de ces dernières heures. Les jours précédents sont flous, ponctués de déplacements de chambre, de visites d'amis et de médecins. Elle se plaint de fièvre, de douleur, mais refuse d'aller à l'hôpital. Les flacons de médicaments s'accumulent. Antidouleurs puissants, somnifères, antidépresseurs, un cocktail dangereux qui ne quitte jamais sa table de chevet. Le 7 février, Anna passe une partie de la journée avec son amie Tasma Brictopt et le mari de celle-ci, qui est également son garde du corps. Les témoins racontent qu'elle rit parfois, puis s'éteint brusquement, le regard perdu. La nuit, elle refuse encore les soins hospitaliers, préférant se reposer ici. Le 8 février au matin, la lumière filtrant par les rideaux épais n'éclaire qu'un chaos silencieux. Anna est allongée sur le lit, respiration lente, peau moite. Vers midi, son état se détériore brutalement. Les appels à l'aide se multiplient dans le couloir. On tente de la réanimer, mais à 13h45, le verdict tombe. Anna Nicole Smith est déclarée morte, à 39 ans. La nouvelle se propage comme une onde de choc. Devant l'hôtel, les caméras s'alignent en quelques minutes. Les journalistes parlent déjà de tragédie hollywoodienne. Les premières rumeurs circulent. Overdose, suicide, complot. Certains évoquent des tensions avec Stern dans les jours précédents, d'autres pointent la coïncidence troublante avec la mort récente de son fils. Dans les heures qui suivent, la scène est bouclée, la dépouille transportée pour autopsie. Les enquêteurs décrivent une chambre en désordre. Vêtements éparpillés, verres à moitié vides, ordonnances médicales un peu partout. Rien n'indique une lutte, mais tout respire l'abandon. Howard K. Stern arrive plus tard, le visage fermé. Il se tient à l'écart des caméras, mais son nom revient dans chaque conversation. Était-il là quand tout a basculé? Aurait-il pu la sauver? Les tabloïds se nourrissent de ces questions sans réponse, alimentant l'idée que l'homme qu'elle aimait n'était être pas le rock qu'elle imaginait. L'autopsie conclura plus tard à une intoxication accidentelle, mélange fatal de chloralhydrate et de plusieurs médicaments sur ordonnance. Mais dans l'opinion publique, cette accidentelle sonne comme un mot trop simple pour une vie aussi compliquée. Et ainsi, le dernier chapitre de l'histoire d'Anna se referme dans une chambre impersonnelle, avec pour seul témoin quelques visages bouleversés et des flacons vides. Une fin sans éclat, mais avec un poids tragique qui dépasse le simple fait divers. À peine l'annonce de sa mort confirmée, le monde entier s'embrase d'articles, de flashs d'informations et de spéculations. Anna Nicole Smith n'est plus. Et pourtant, son nom s'affiche sur tous les écrans, comme si la mort elle-même ne suffisait pas à la faire disparaître. Les chaînes d'infos déroulent en boucle les images d'Anna, radieuse sur les tapis rouges, entrecoupées de vidéos plus sombres, chute d'équilibre, propos incohérents, apparitions choquantes à la télévision. Les tabloïds se déchaînent. Certains parlent d'un suicide masqué. D'autres accusent Howard K. Stern d'avoir mal protégé, ou trop contrôlé, la femme qu'il prétendait aimer. L'autopsie officielle conclut à une intoxication accidentelle, mais le mot « accident » ne convainc pas. Les rumeurs d'empoisonnement volontaire, de complot pour hériter ou pour obtenir la garde de Danny Lynn se propagent comme une traînée de poudre.
Des médecins sont interrogés pour avoir prescrit un nombre invraisemblable de médicaments. Puis commence la guerre judiciaire. Plusieurs hommes, dont Larry Burkhead, un ancien compagnon, revendiquent la paternité de Danny Lynn. Les tests ADN confirmeront plus tard que Burkhead est bien le père, dépossédant Stern de l'un des derniers liens tangibles qu'il avait avec Anna. Ce verdict provoque une avalanche d'interviews exclusives et de conférences de presse. La petite fille devient, malgré elle, l'héritière symbolique d'un drame que le monde entier a suivi. Du côté de la famille Marshall, les procédures concernant l'héritage reprennent avec une intensité redoublée. La mort d'Anna met fin à sa demande directe, mais ouvre la porte à de nouvelles batailles au nom de Danny Lynn. Les millions promis par le mariage avec Marshall restent bloqués dans un labyrinthe juridique. Les fans, eux, réagissent avec un mélange de chagrin et de colère. Des vigiles spontanées s'organisent devant l'autel, des bouquets de fleurs et des lettres s'accumulent. Sur Internet, des forums entiers se transforment en enquêtes collaboratives, disséquant chaque image, chaque témoignage, cherchant à combler le vide laissé par les zones d'ombre. La culture populaire s'empare aussi de son histoire. Les émissions de télé, réalité, les documentaires, les biographies non autorisées se succèdent, souvent plus intéressées par le scandale que par la vérité. Anna devient un mythe tragique, mélange de glamour et de chaos, une figure que l'on utilise pour illustrer les excès d'Hollywood et la fragilité des icônes. Pour Howard K. Stern, la suite est un long chemin de justification. Accusé dans plusieurs affaires liées à l'obtention illégale de médicaments, il se défend farouchement, affirmant n'avoir jamais voulu nuire à Anna. Mais l'opinion publique a déjà tranché. Pour beaucoup, il reste l'homme qui était là quand elle est morte, une étiquette dont il ne se débarrassera jamais vraiment. Et pendant que les tribunaux, les médias et les fans débattent de ce qu'il faut retenir d'Anna Nicole Smith, une vérité simple reste en suspens. Derrière la caricature médiatique, il y avait une femme qui, toute sa vie, a cherché un amour à la hauteur de ses rêves, et qui, peut-être, ne l'a jamais trouvé. Il est facile de se souvenir d'Anna Nicole Smith comme d'un simple cliché. La blonde plantureuse, les robes moulantes, les scandales étalés à la une. Mais réduire sa vie à cette image, c'est oublier la vérité plus intime, celle d'une femme qui a passé chaque jour à chercher sa place, entre rêve et désillusion. Son histoire est devenue une parabole moderne sur le prix du rêve américain. Partie d'un coin perdu du Texas, elle a gravi les marches les plus rapides et les plus lumineuses de la célébrité. Mais, à chaque sommet atteint, le vide semblait s'agrandir sous ses pieds. Elle voulait l'amour autant que la reconnaissance, croyant que l'un ne pouvait exister sans l'autre. La relation avec Howard K. Stern, quelle que soit sa nature exacte, fut pour elle un dernier fil auquel s'accrocher. Lorsqu'il s'est rompu, ou qu'elle a eu l'impression qu'il se rompait, elle a perdu ce qui, à ses yeux, donnait encore un sens à sa vie. Et cette perte, plus encore que la gloire ternie ou les procès interminables, l'a précipitée vers la fin. Aujourd'hui, Danny Lynn, sa fille, grandit loin des projecteurs que sa mère avait tant courtisés. Beaucoup espèrent qu'elle pourra se construire une vie plus stable, sans l'ombre des excès et des blessures de ses parents. Le nom d'Anna Nicole Smith, lui, reste gravé dans la mémoire collective, mais rarement pour les raisons qu'elle aurait souhaitées. Sa beauté, son audace et ses éclats de rire survivent dans les archives, mais toujours accompagnés de ce parfum de scandale qui ne s'effacera jamais, et peut être que la véritable leçon de son histoire est là. La célébrité n'est pas un bouclier contre la solitude, et l'amour, quand il devient une dépendance, peut être aussi destructeur que son absence. Anna Nicole Smith nous rappelle que derrière chaque image figée dans la lumière des flashs, il y a une âme qui vacille dans l'ombre.